Le soir de nos noces d'argent, alors que nos invités levaient leur coupe de champagne dans une atmosphère festive, mon mari m'a tendu une enveloppe. Pas un bijou. Pas des fleurs. Des papiers de divorce. Sa voix était froide, clinique, dénuée de toute émotion lorsqu'il a déclaré devant 100 personnes médusées, 25 ans, c'est amplement suffisant. Je veux recommencer ma vie avec quelqu'un de jeune maintenant. Et toi, tu devras quitter l'appartement dès demain. Ce qu'il semblait avoir commodément oublié, c'est que cet appartement était un cadeau de mes parents. À moi. Sa mère, Vivienne Crawford, se tenait à l'écart avec un sourire glacial, complice de cette trahison minutieusement orchestrée. J'ai alors pris le microphone d'une main tremblante mais déterminée, et j'ai prononcé des mots qui l'ont laissé sans voix, lui et toute sa famille. Cette nuit-là, 3 semaines plus tôt, Elena Morgan s'était réveillée en sursaut. Des chuchotements filtrant depuis le couloir avaient transpercé son sommeil. Il était 3 heures du matin, et son mari, Blake Crawford, était encore une fois au téléphone avec sa mère. Sa voix portait une excitation inhabituelle, presque fébrile, qui contrastait étrangement avec le silence de la nuit. Immobile dans l'obscurité, Elena tendait l'oreille, captant des bribes de conversation qui glaçaient progressivement son sang. « On doit faire ça impeccablement », insistait Blake, sa voix trahissant une impatience à peine contenue. Elle ne doit absolument rien soupçonner. « Bien sûr que non, mon chéri », répondait Vivienne d'un ton mielleux et calculateur. Elena sentit son cœur se serrer. Que tramait-il dans le secret de cette nuit? Et pourquoi maintenant, à quelques semaines seulement de leur anniversaire tant attendu? Le parquet ancien craqua sous les pas de Blake lorsqu'il revint dans la chambre. Elena ferma instantanément les yeux, contrôlant sa respiration pour feindre le sommeil. Il se glissa sous les draps avec une prudence exagérée, mais elle pouvait sentir la tension qui irradiait de son corps, cette rigidité qui trahissait un esprit en ébullition. Le lendemain matin, l'atmosphère était étrangement dérangeante. Blake se montrait d'une affection théâtrale, presque caricaturale. « Elena, mon amour », murmura-t-il en déposant un baiser sur sa joue. Il portait un parfum coûteux, différent de son habituel. « Et si on choisissait ensemble le restaurant pour notre anniversaire aujourd'hui? Je veux que tout soit absolument parfait. » Parfait. Le mot résonna étrangement dans l'esprit d'Elena. En 25 années de mariage, Blake n'avait jamais manifesté un tel enthousiasme pour une célébration familiale. C'était toujours elle qui organisait tout, et lui qui critiquait chaque détail. « D'accord », répondit-elle prudemment, observant son mari partir précipitamment au travail. Son téléphone était resté sur la table de nuit. L'écran s'illumina soudain avec une notification. Elena ne put résister à la tentation de regarder. C'était un rappel de calendrier, appelé à 11 heures. Elle demanda d'une voix qu'elle espérait désinvolte, tout en arrosant les plantes du salon. « Au fait, c'est qui ce S dans tes contacts ?» Blake se retourna brusquement, comme frappé par la foudre. Pendant une fraction de seconde, Elena vit la panique traverser son regard, mais il se ressaisit rapidement, affichant un sourire forcé. Ah, Sanchez, un collègue de Seattle. Simple consultation professionnelle. Un mensonge flagrant. Elena connaissait son mari comme sa poche. Quand il mentait, sa paupière gauche tressaillait imperceptiblement exactement ce qu'elle faisait en cet instant précis. « Je vois », répondit-elle avec un sourire qui ne traduisait rien de ses pensées. Mais intérieurement, son cœur se serrait comme dans un étau. Une fois seule, Elena resta longtemps devant la fenêtre, contemplant le ciel gris d'octobre qui pesait sur Georgetown. 25 ans. Un quart de siècle. Ils s'étaient rencontrés à l'université, elle, brillante étudiante en comptabilité aux rêves plein la tête, lui, jeune manager ambitieux au sourire ravageur. Ils s'étaient mariés par amour, avec cette naïveté propre à la jeunesse, rêvant d'une famille nombreuse et d'une vie commune remplie de rires d'enfants. Mais les enfants n'étaient jamais venus. Les médecins n'avaient trouvé aucune explication médicale, aucun obstacle identifiable, mais le miracle tant espéré ne s'était jamais produit. Blake avait encaissé ce coup du destin avec une difficulté croissante, surtout lorsque sa mère, Vivienne, avait commencé à distiller ses commentaires passifs-agressifs sur l'absence de petits-enfants, comme un poison lent et insidieux. Avec le temps, ils avaient appris à accepter leurs conditions de couple sans enfants, tentant de se concentrer sur les aspects positifs,
plus de temps pour eux-mêmes, pour les voyages, pour leurs carrières respectives. Mais quelque chose d'essentiel s'était irrémédiablement brisé entre eux, une fissure invisible qui s'élargissait année après année. Un coup sec à la porte l'attira brutalement de ses pensées. Vivienne Crawford se tenait sur le seuil, arborant son habituel sourire frigorifique. « Helena, ma chère, dit-elle en pénétrant dans l'appartement sans attendre d'invitation, comme si l'endroit lui appartenait. « Comment vas-tu? Es-tu en train de préparer la fête ?» Vivienne avait toujours traité Helena avec cette courtoisie exagérée qui maintenait une distance glaciale. En 25 années de mariage, elle n'avait jamais, pas une seule fois, appelé Helena « ma fille ». Petit à petit, répondit Helena en la guidant vers le salon. Blake veut célébrer au restaurant. Excellent choix, répliqua Vivienne avec un enthousiasme forcé. Un lieu respectable avec des invités. Organiser tout ça à la maison ne montre pas à quel point cette date est importante. Elle commença à inspecter le salon du regard, comme pour l'évaluer. Helena connaissait parfaitement ce regard. Il lui donnait invariablement le sentiment, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, que le manoir de Vivienne en banlieue était plus grand, mieux décoré, plus impressionnant. Au fait, Helena ma chère, dit Vivienne en s'installant confortablement dans un fauteuil, j'ai réfléchi à l'avenir. Blake n'est plus tout jeune, tu sais. Il a 53 ans, eh bien, nous n'avons pas de petits-enfants. Ne penses-tu pas qu'il serait sage de rédiger un testament pour les enfants de la famille, au cas où? Helena sentit un frisson glacé parcourir son échine. Quels enfants de la famille, Vivienne? Nous n'avons pas d'enfants. Eh bien, pour mes neveux, répondit-elle d'un geste désinvolte de la main. J'ai 2 neveux, de bons garçons qui étudient et travaillent dur. Si on ne fait rien, c'est le gouvernement qui prendra tout. Helena posa lentement sa tasse de thé sur la table, ses doigts tremblant légèrement. Et où conserves-tu les documents de l'appartement? Demanda soudain Vivienne, comme si c'était une question anodine surgissant de nulle part. Je pense simplement à l'avenir des garçons. Les neveux, les jeunes. Ils ont besoin de sécurité. Voilà. Helena comprit instantanément le sous-texte. Ils étaient dans le coffre-fort, répondit-elle d'un ton neutre. Mais pourquoi cette question? Oh, juste par précaution. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est bien de savoir où sont les choses importantes. Lorsque Vivienne partit finalement, Helena resta assise en silence, assemblant mentalement les pièces du puzzle. L'appel nocturne. L'affection soudaine et artificielle de Blake. Et maintenant, les questions insistantes de Vivienne sur les titres de propriété. Progressivement, l'image se formait, et elle n'aimait absolument pas ce qu'elle voyait. Elle se dirigea vers l'ordinateur de Blake. Il n'avait jamais changé son mot de passe auparavant, utilisant toujours une clé simple, la date de leur première rencontre. Mais cette fois, ça ne fonctionnait pas. Son cœur s'accéléra. En 25 ans, il ne lui avait jamais caché de secret. Elle essaya sa date de naissance. Rien. Celle de sa mère. Toujours rien. Puis il lui vint à l'esprit d'essayer leur date de mariage, mais en ordre inversé. Ça fonctionna. L'historique du navigateur s'ouvrit, et ce qu'elle découvrit lui noua l'estomac. Comment divorcer quand il y a des biens communs? Droit du conjoint dans la division des biens. Conseil juridique pour une séparation. Il avait recherché tout cela au cours des 2 dernières semaines. Les mains tremblantes, elle fit défiler page après page. Comment conserver l'appartement en cas de divorce? Astuce légale pour la division des actifs. Soudain, son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était son amie Candace. Helena, tu ne vas jamais croire ce que j'ai vu. Ton Blake, je l'ai aperçu chez un bijoutier à Tyson's Galleria avec une jeune femme. Il regardait des bagues. Elle s'accrochait à lui, le serrait dans ses bras comme si de rien n'était. À quoi ressemblait-elle? Interrompit Helena d'une voix à peine audible. Environ 30 ans, blonde, très soignée, portant un manteau hors de prix. Jolie, mais elle avait l'air superficiel, tu vois? Et ils étaient tellement démonstratifs en public. Ça va, Helena? Oui, mentit Helena. Tout va bien. Mais rien n'allait bien. Ce soir-là, Blake revint avec un bouquet de roses rouges et une boîte de chocolat de luxe.
Pour mon seul et unique véritable amour, déclara-t-il avec assurance en l'embrassant sur les lèvres. Seul et unique. Quelle cruelle ironie, pensa Helena. Elle le regarda droit dans les yeux, soutenant son regard. On doit avoir une conversation sérieuse sur notre avenir. Blake se tendit imperceptiblement. C'était subtil, mais elle le remarqua. Parler de quoi, demanda-t-il en allumant la télévision, feignant d'être absorbé par le programme. Tout va bien, non? L'anniversaire est dans une semaine. Tous nos amis seront là. Ne gâchons pas l'ambiance avec des sujets sérieux. On en parlera après la fête. D'accord? Après la fête. Cela signifiait que quelque chose d'important était prévu pour la fête elle-même. Helena hocha la tête, feignant l'acceptation, mais ressentait une froideur glaciale s'installer en elle. Après 25 ans, elle connaissait son mari sur le bout des doigts. Il préparait quelque chose, calmement et froidement, impliquant sa mère et certainement un avocat. Ce que Blake ignorait, c'est qu'Helena avait un atout dans sa manche, quelque chose qui pourrait faire s'effondrer tous ses plans. Et pour l'instant, elle n'allait absolument rien lui dire. 8h28. Le lendemain matin, Helena se réveilla avec un nœud dans l'estomac, comme si une tragédie terrible s'était abattue sur elle la veille et qu'elle apprenait tout juste à vivre avec. Blake partit tôt, sans même prendre son petit déjeuner. « J'ai une réunion importante », annonça-t-il en ajustant sa cravate devant le miroir de l'entrée. « Une réunion ». Helena sourit amèrement intérieurement. Elle savait exactement avec qui cette réunion avait lieu. À 11h précises, le téléphone fixe de la maison sonna avec une insistance stridente. Blake avait oublié son portable, l'abandonnant face contre le comptoir de la cuisine. Helena ne décrocha pas, mais le répondeur enregistra le message. La voix de Vivienne résonna dans le silence de l'appartement. « Blake chéri, c'est maman. J'ai parlé avec Maître Hutchin. Tout peut être arrangé exactement comme prévu. L'important, c'est qu'elle ne soupçonne absolument rien jusqu'au tout dernier moment. Rappelle-moi dès que tu es libre. Hutchin. Le supposé collègue de Seattle. » Maintenant, tout prenait sens avec une clarté aveuglante. Helena sentit le sol se dérober sous ses pieds. 25 ans. Un quart de siècle aux côtés d'un homme qui planifiait maintenant sa trahison comme un simple dossier administratif, avec la froideur d'un comptable calculant des profits et pertes. Elle s'approcha du téléphone de Blake. Un code à 6 chiffres était requis. Elle essaya la date de leur première rencontre, le 1er septembre 1999. Échec. Elle tenta ensuite la date d'anniversaire de Vivienne. Toujours rien. Puis elle repensa à la blonde du bijoutier, cette femme qui s'accrochait à son mari comme une sangsue. Son intuition lui souffla d'essayer le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Le téléphone se déverrouilla. La date d'anniversaire de la maîtresse. Les messages textes confirmèrent tout, chaque mot étant comme un poignard enfoncé plus profondément dans son cœur. Scarlett, mon amour, encore un peu de patience. Après l'anniversaire, tout sera réglé. L'appartement sera à nous. B, tu avais dit qu'on vivrait ensemble d'ici le nouvel an. J'en ai assez de me cacher. Mon amour, tout se déroule selon le plan. Maman s'est déjà occupée de tout. Helena ne suspecte rien du tout. Hutchin affirme que si on joue bien nos cartes, elle n'obtiendra que la moitié. Je garderai l'appartement. Helena s'effondra sur une chaise, ses mains tremblant incontrôlablement. Il planifiait sa vie comme si elle était un meuble d'occasion dont on voulait se débarrasser. Blake, sa mère, l'avocat Hutchin, la maîtresse Scarlett tous emmêlés dans un piège où elle était la proie désignée. Et le pire restait à découvrir. Et, maman, tu es absolument certaine que le titre de propriété de l'appartement est à nos deux noms? Peut-être qu'on a eu de la chance et qu'il n'est qu'au mien? Mon fils, j'ai vu les copies quand vous l'avez acheté. Les deux noms y figurent. Mais Hutchin dit qu'il existe des moyens. L'important, c'est qu'elle signe la renonciation. Et si elle refuse de signer? Elle signera. Après ce qu'on va lui faire subir à la fête, elle n'aura aucune autre option. Crois-moi. Que prévoyait-il de lui faire? Helena sentit l'anxiété monter dans sa gorge comme une vague suffocante. Ils allaient l'humilier devant tout le monde, l'accuser de quelque chose,
la briser psychologiquement. Sans perdre une seconde, elle copia tous les messages importants sur son propre téléphone, puis remit celui de Blake exactement où elle l'avait trouvé. Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin d'aide, et vite. Elle appela immédiatement Jasmine Reed, son amie de l'université, devenue une avocate spécialisée en droit familial réputée. Elles ne se parlaient pas souvent, mais leur amitié était restée solide à travers les années, cimentée par des décennies de confiance mutuelle. « Elena » dit Jasmine en décrochant, surprise. « Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu ? On peut se voir aujourd'hui ?» demanda Elena, s'efforçant de garder une voix calme malgré la tempête intérieure. « J'ai besoin d'une consultation urgente. »« Bien sûr, je suis libre à 6 heures. Viens au cabinet et on discutera de tout. » Le cabinet de Jasmine était situé au centre-ville, dans un gratte-ciel moderne aux lignes épurées. Elle accueillit Elena avec une chaleureuse accolade, mais remarqua immédiatement la tension qui émanait de son amie. « Assieds-toi. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elena prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Disons qu'une connaissance à moi a des problèmes avec son mari. Il veut divorcer, mais le cache, et il semble qu'il lui tende un piège élaboré. » Jasmine la regarda intensément, ses yeux d'avocate perçant immédiatement la vérité. « Tu es sûre que c'est une connaissance hypothétique, Elena ?» Elena resta silencieuse quelques secondes, puis se vida complètement, racontant tout dans les moindres détails. Les appels nocturnes, les messages sur le téléphone, Scarlett, les machinations de sa belle-mère, absolument tout. Jasmine écoutait attentivement, prenant occasionnellement des notes, posant des questions de clarification avec la précision d'un chirurgien. « Je comprends, » dit-elle finalement, sa voix empreinte d'une gravité professionnelle. « C'est extrêmement sérieux, mais tu n'es pas perdu, loin de là. La bonne nouvelle, c'est que tu as réagi à temps. Parle-moi de l'appartement. Quand l'avez-vous acheté? Qui figure sur le titre de propriété? On a mis les deux noms dessus en 2005. Parts égales. Es-tu formellement employé quelque part? Oui, je suis directrice financière chez Alliance Développement Group. J'y travaille depuis 15 ans. Et la propriété de week-end, le chalet? Il est aussi aux deux noms, mais il ne vaut pas grand-chose. L'appartement est le bien principal, le plus précieux. Jasmine nota soigneusement chaque détail, construisant mentalement la stratégie de défense. Elena, écoute-moi attentivement. Ils ne peuvent rien te faire si tu gardes la tête froide et que tu restes lucide. Dans un divorce, chacun reçoit ce qui lui revient légalement. Personne ne peut te forcer à renoncer à ta part. Mais il est évident qu'ils planifient quelque chose de sale, de manipulateur. Ils veulent te mettre dans une position émotionnelle faible, un scandale, une accusation publique, quelque chose pour te briser psychologiquement. Tu dois être prête à affronter ça. Comment me préparer? Rassemble des preuves. Prends des photos des messages. Enregistre les conversations si tu le peux, discrètement. Transfère une partie de l'argent sur un compte uniquement à ton nom. Et surtout, le plus important, ne leur laisse surtout pas savoir que tu sais ce qu'ils manigancent. C'est ton atout majeur. Elena hocha la tête, sentant pour la première fois depuis des jours quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Elle avait un plan. Elle avait du soutien. Merci, Jasmine. Combien je te dois? Jasmine sourit chaleureusement. Rien du tout, ma belle. Les amies ne se font pas payer entre elles. Tiens-moi juste au courant de l'évolution. Et souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu n'es ni seule ni sans défense. Tu es une femme forte, même si tu ne le réalises pas encore pleinement. Elena rentra chez elle déterminée à agir, armée d'une nouvelle résolution. Mais ce qu'elle découvrit en arrivant confirma que la guerre avait déjà véritablement commencé. Blake était près de l'entrée, se regardant dans le miroir avec une attention narcissique. « Tu as l'air un peu fatigué aujourd'hui, hein ?» lâcha-t-il sans même la regarder directement. « Pardonne-moi de te dire ça, mais oui, Elena, tu t'es un peu laissée aller ces derniers temps. Écoute, avoir 50 ans n'est pas la fin du monde, mais tu dois prendre soin de toi. Va à la salle de sport, consulte un dermatologue, fais-toi faire quelque chose. J'ai vu la fille de Candace aujourd'hui. Elle a 30 ans mais en paraît 25,
très soignée, pimpante. Et toi? Eh bien, tu comprends ce que je veux dire. Il la comparait à des femmes plus jeunes, préparant le terrain psychologique pour justifier sa trahison. J'ai une réunion demain, annonça-t-il soudainement. C'est samedi, mais ça prendra toute la journée. Un autre rendez-vous avec Scarlett, évidemment. Pas de problème, répondit Elena avec un calme olympien. Et dimanche, je vais chez maman. Je vais l'aider à installer sa nouvelle télévision intelligente. Passer du temps avec la famille des traîtres. Cette nuit-là, pendant que Blake était sous la douche, Elena examina leur compte bancaire joint en ligne. Au cours du dernier mois, 30 000 $ avaient été retirés en plusieurs transactions distinctes. Des cadeaux pour Scarlett, des paiements à l'avocat, et qui sait quoi d'autre encore. Elena laissa échapper un rire nerveux et cassant. Ils utilisaient son propre argent pour planifier sa chute, son humiliation. Mais elle avait un atout dans sa manche, quelque chose qu'ils ignoraient complètement. Une semaine auparavant, une lettre était arrivée d'un notaire. Sa tante Joséphine, la sœur aînée de son père, était décédée en Allemagne. Elle n'avait ni enfant ni conjoint. Elle avait légué l'intégralité de sa succession à Elena, sa seule nièce. Cela comprenait un appartement à Munich évalué à 800 000 $ américains. Un compte bancaire avec 570 000 $ américains. Un autre appartement de luxe d'investissement à Miami Beach, en Floride. Valeur totale, plus de 3 millions de $. Elena n'en avait parlé à personne. Elle voulait surprendre Blake pour leur anniversaire, faire de cette révélation un moment de joie partagée. Mais maintenant, cet argent et ses propriétés représentaient son salut, sa libération. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher comment enregistrer officiellement l'héritage, transférer les fonds sur son compte personnel, et se protéger légalement des personnes qui la voyaient comme une idiote naïve. Blake pensait détenir toutes les cartes, contrôler la partie. Mais le jeu ne faisait que commencer, et les règles étaient sur le point de changer radicalement. Le lundi matin, Elena se réveilla avec un plan cristallin dans l'esprit. D'abord, elle se rendit chez un notaire mais pas celui qui gérait la succession de sa tante. Elle alla voir une vieille connaissance, maître Gregory Perry, l'avocat immobilier qui les avait aidés à acheter l'appartement des années auparavant. Elena Morgan, s'exclama-t-il avec un sourire chaleureux. Combien d'années ont passé? Et comment se porte Blake Crawford? Maître Perry, j'ai besoin de votre aide, dit-elle en entrant dans son bureau aux boiseries sombres. Mais cela doit rester strictement confidentiel. Le visage du vieil avocat devint sérieux, professionnel. Asseyez-vous. Je vous écoute attentivement. Vous souvenez-vous de notre appartement sur M Street à Georgetown? Vous avez fait le travail de titre en 2005. Bien sûr, une très belle unité dans un immeuble de standing. Comment pourrais-je l'oublier? Vous rappelez-vous qu'il a acheté en premier? Je veux dire, d'où venait l'argent initialement? Maître Perry fronça les sourcils, ouvrit un vieux dossier poussiéreux, et chercha un moment dans les archives. Ah, voilà. C'était un cas inhabituel. L'argent provenait directement du compte de vos parents, et dans l'acte de donation, vous êtes inscrite comme unique bénéficiaire. Blake a été ajouté 2 mois plus tard, en tant que votre époux. Elena sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine, un espoir renaissant. Donc, formellement, c'est un bien prématrimonial? Formellement, oui, absolument. Vos parents vous l'ont offert avant que le nom de Blake n'apparaisse sur les documents officiels. En cas de divorce, cela peut faire toute la différence légale. Il ne pourrait réclamer quelque chose que s'il prouve qu'il a investi dans des rénovations majeures. Elena sourit faiblement. Blake n'avait jamais dépensé un centime pour l'appartement. C'était elle qui s'était occupée de tout, chaque réparation, chaque amélioration. Pourriez-vous me fournir un document attestant de cela? Bien entendu. Revenez demain après-midi. Ce sera prêt et notarié. En quittant le cabinet, Elena se sentait différente, transformée. Après tant de jours d'angoisse, elle se sentait enfin forte, protégée, armée. Mais ce qui l'attendait chez elle lui coupa littéralement le souffle. Un coursier venait de livrer une épaisse enveloppe en provenance d'Allemagne. Les documents finaux concernant l'héritage de tante Joséphine. Elena lut les lignes avec l'aide d'un résumé en anglais joint.
Un appartement à Munich évalué à 800 000 $. Un compte bancaire avec 570 000 $. Et l'appartement de luxe d'investissement à Miami Beach. Plus de 3 millions de dollars au total. Elle s'assit dans le salon, le souffle court. Elle était désormais une femme riche, indépendante, libre. Mais Blake ne devait surtout pas le savoir. Pas encore. Pas maintenant. Son téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Blake, sa voix débordant d'un enthousiasme artificiel. Elena, mon amour, j'ai réfléchi. Et si on célébrait vraiment notre anniversaire en grand? Avec des collègues, des amis, tout le monde. Pourquoi tant d'ampleur, Blake? Pourquoi? C'est 25 ans, des noces d'argent. Je veux que tout le monde voie quelle famille parfaite nous formons. J'ai déjà réservé la salle de bal du Watergate Hotel pour 100 personnes. 100 personnes pour son humiliation publique. N'est-ce pas trop cher, Blake? On est censé économiser. Ne t'inquiète pas pour ça, l'interrompit-il avec désinvolture. L'argent est là. L'important, c'est l'impression qu'on donnera. On va inviter mon patron, le tien. Tout le monde doit voir à quel point nous sommes heureux ensemble. Quel cynisme révoltant, quel mensonge éhonté. D'accord, dit Elena calmement. Comme tu voudras. Parfait. J'ai une réunion avec des partenaires maintenant. On en reparle ce soir. Des partenaires. Elena savait exactement ce que cela signifiait. Dans l'après-midi, Vivienne Crawford arriva avec un cadeau, arborant ce sourire doucereux qui donnait la chair de poule. « Elena, ma chère, dit-elle d'une voix sucrée en lui tendant une enveloppe épaisse. Ceci est de ma part pour toi. Un petit quelque chose. » C'était une carte pour une consultation avec un excellent avocat en droit familial. Juste au cas où, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Elena ouvrit l'enveloppe. Une carte professionnelle, Hutchin et associés, divorce et droits immobiliers, avec une note manuscrite, consultation gratuite à tout moment. L'audace était stupéfiante. Il lui offrait une consultation avec l'avocat même qui planifiait sa trahison, son dépouillement. Merci, dit Elena d'un ton neutre. C'est très attentionné de ta part. Je m'inquiète pour toi, ma fille. Ma fille. Pour la première fois en 25 années, sa belle-mère l'appelait ainsi juste avant de lui planter un poignard dans le dos. Après le départ de Vivienne, Elena se mit à nettoyer l'appartement. Dans une des vestes de Blake, elle trouva une carte froissée. Maître Hutchin, droit familial, divorce, division des actifs, pension alimentaire. Le même avocat. Le même plan machiavélique. Blake rentra tard ce soir-là, joyeux et sentant un parfum féminin coûteux qui n'était certainement pas le sien. Il serra Elena dans ses bras avec une affection théâtrale. Tout est prêt. Le menu du restaurant, les invités, ce sera absolument inoubliable. Elena le regarda froidement, ses yeux perçant à travers le masque. Il avait raison. Ce serait inoubliable mais pas du tout de la manière qu'il imaginait. Blake, quel parfum portes-tu? Ce n'est pas le tien habituel. Hésita-t-il, cherchant rapidement une explication. Je suis monté dans l'ascenseur avec la voisine. Elle porte un parfum très fort qui s'est accroché à ma veste. Un mensonge après l'autre, s'accumulant comme des briques construisant un mur d'hypocrisie. Au fait, dit-il en marchant vers la fenêtre, à l'anniversaire, je vais prononcer un discours spécial sur notre vie et nos projets futurs. Quel projet? Tu verras. C'est une surprise. Une surprise. Elena sentit un frisson glacial parcourir son échine. Elle ne put fermer l'œil de la nuit. Vers 2 heures du matin, elle entendit un murmure. Blake était au téléphone dans le couloir, encore une fois. Elle se leva silencieusement et pressa son oreille contre la porte de la chambre, retenant son souffle. « Maman, tout est absolument parfait. Le restaurant est réservé. Les invités ont confirmé. Après le toast, tout se déclenchera naturellement. Tu es certain qu'elle ne suspecte rien du tout? Comment pourrait-elle suspecter quoi que ce soit? Elle est naïve comme une enfant. Elle m'a toujours fait confiance aveuglément, et elle me fait toujours confiance maintenant. C'est presque touchant. Et si elle refuse de signer les papiers?
Elle signera. Après ce que je vais lui révéler devant tout le monde, elle n'aura absolument aucune autre option. Tout le monde verra qui elle est vraiment, tu comprends? Blake, tu ne penses pas qu'il serait préférable de faire ça en privé, à la maison, sans créer une scène publique? Non, maman. Ça doit se passer devant tout le monde. Comme ça, elle ne pourra pas faire de crise ni exiger des explications interminables. Elle rentrera directement à la maison, et Hutchin l'attendra là-bas avec les papiers. Rapide, propre, sans drame ni complication. Et Scarlett est déjà au courant de tout? Bien sûr qu'elle sait. Elle viendra même à l'anniversaire. Je veux qu'elle rencontre mes collègues, que tout le monde la voie. Je vais la présenter comme ma nouvelle assistante marketing. Tu es cruel, mon fils. Ce n'est pas de la cruauté, maman. C'est être pragmatique, réaliste. 25 ans, c'était suffisant. Largement suffisant. Moi aussi, je mérite d'être heureux, même si c'est aux dépens d'Elena. Elena retourna se coucher, mais le sommeil était impossible. Donc Scarlett allait également être présente à la fête. Elle assisterait à l'humiliation de sa rivale, puis prendrait sa place dans l'appartement, dans la vie. C'est ce qu'il pensait, du moins. Le matin venu, Elena se rendit à la banque avec une détermination d'acier. Elle ouvrit un compte personnel et transféra la moitié de l'argent des économies communes. Si Blake voulait continuer à dépenser pour sa maîtresse, il le ferait avec sa moitié à lui. Ensuite, elle récupéra chez l'avocat le document confirmant que l'appartement lui appartenait depuis avant le mariage. Puis elle se rendit au travail. « Monsieur Richardson », dit-elle à son patron en entrant dans son bureau vitré. « Puis-je vous parler quelques minutes ?»« Bien sûr, Elena Morgan. »« Tout va bien ? Vous semblez préoccupé. »« Tout va bien pour l'instant. Je voulais simplement vous prévenir que je vais bientôt traverser une phase personnelle difficile. »« Un divorce ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Sérieusement ? Je pensais que vous deux étiez solides comme le roc. Vous m'avez même invité à votre anniversaire. C'est précisément pour ça que je veux vous prévenir. Si les choses tournent mal, j'espère pouvoir compter sur votre soutien. Mon travail ne sera absolument pas affecté, je vous le promets. Vous êtes la meilleure directrice financière que nous ayons eue en 15 ans. Quoi qu'il arrive, votre poste est sécurisé. Vous avez ma parole. » Cette nuit-là, pendant que Blake était à une autre réunion, Elena sortit les documents d'héritage. Elle avait besoin d'un plan clair, méticuleux, bien pensé. L'appartement de Miami Beach était vide. Tante Joséphine l'avait loué, mais le contrat avait pris fin un mois auparavant. Elena pourrait y emménager après le divorce, commencer une nouvelle vie. Avec l'argent dans la banque allemande, elle avait une indépendance financière pour des années. Et surtout, le plus important, le document prouvant que l'appartement de décès était le sien depuis avant le mariage. Blake ne s'y attendrait jamais. Demain, c'était l'anniversaire. Il pensait porter le coup final, l'estocade décisive. Mais c'était lui qui était sur le point d'être aveuglé par la réalité. Elena rangea soigneusement tous les papiers dans le coffre-fort et sourit pour la première fois depuis des jours. Un sourire de guerrière prête au combat. Le jeudi matin, elle se rendit au consulat allemand pour formaliser l'héritage et pouvoir accéder au compte de tante Joséphine. Le consul, un gentleman d'un certain âge avec une barbe soigneusement taillée, examina les documents avec minutie. « Tout est parfaitement en ordre, Madame Morgan. Votre tante était une femme extrêmement prévoyante et organisée. Les comptes bancaires seront débloqués dans une semaine exactement. Et concernant l'appartement de Miami Beach, la propriété passe immédiatement à votre nom. Voici les papiers officiels. Vous pouvez en disposer comme bon vous semble. » Elena rangea précieusement les documents dans son sac. Elle possédait maintenant 3 propriétés, plus d'1 million de dollars en liquide, et surtout, la chose la plus précieuse de toutes, une liberté absolue, totale. Ce même jour, elle ouvrit un autre compte en euros pour préparer le transfert international. La conseillère bancaire, une jeune femme dynamique, regarda les chiffres dans les documents avec des yeux écarquillés. « Waouh, vous avez vraiment bien réussi avec cet héritage, n'est-ce pas ?»« Oui, » sourit Elena. « Ma tante était une femme incroyable, extraordinaire. » En quittant la banque,
elle sentit un poids immense se soulever de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement libre, indépendante, maîtresse de son destin. Elle ne se souciait plus de ce que Blake planifiait. Ce n'était plus son problème. Mais la surprise qui l'attendait devant l'hôtel Watergate fut un coup violent. Elle était venue vérifier les derniers arrangements pour la fête d'anniversaire, et juste devant l'entrée principale, une jeune femme blonde dans un manteau hors de prix parlait au téléphone avec animation. « Blake, mon amour, c'est incroyable », disait Scarlett d'une voix sirupeuse et affectée. La salle de bal est immense. La décoration est divine, absolument parfaite. Tu m'as promis qu'on vivrait bientôt dans un appartement luxueux, et je peux déjà m'imaginer organiser des fêtes somptueuses là-bas. C'était Scarlett, la maîtresse de son mari. Elle n'était qu'à quelques mètres, parlant avec excitation de la vie qu'elle aurait avec lui, de leurs projets, de leur avenir volé. Helena resta immobile, l'observant intensément. Il n'y avait aucun doute sur sa beauté environ 30 ans, silhouette parfaite, cheveux impeccablement coiffés, ongles manucurés à la perfection. Mais ses yeux étaient vides, froids, calculateurs. Les yeux d'une opportuniste. Bien sûr, je comprends que demain sera un peu difficile, continuait Scarlett avec désinvolture. Mais tu as dit qu'après ton discours, elle comprendrait tout, et je serai là en tant que ta nouvelle assistante. C'est romantique, non? Humilier publiquement sa femme, c'est romantique? Helena s'approcha calmement. Excusez-moi, savez-vous où se trouve le directeur de l'hôtel? Scarlett se retourna, toisant Helena de haut en bas avec un dédain palpable. Aucune idée, répondit-elle froidement, avec mépris. Je ne travaille pas ici. Elle retourna à son téléphone. Blake, il y a une dame qui me pose des questions ici. D'accord, on se voit ce soir. Je t'aime. Une dame. Helena sourit intérieurement. Demain, cette dame allait leur réserver une énorme surprise à tous les deux. La directrice du restaurant, une femme aimable et ronde au visage maternel, accueillit Helena avec un sourire professionnel. Vous êtes ici pour l'anniversaire de demain. Monsieur Crawford a déjà tout payé. Salle de bal pour 100 personnes, banquet gastronomique, musique live avec orchestre. Et combien tout cela a-t-il coûté exactement? 45 000 $. Votre mari a demandé le meilleur du meilleur, l'excellence absolue. 45 000 $ pour l'humilier en public. Helena hocha la tête, contrôlant ses émotions. Je vois. Puis-je visiter la salle de bal? Bien sûr, avec plaisir. La salle était somptueuse, à couper le souffle. Au plafond orné de moulures dorées, lustres en cristal qui captaient la lumière comme des cascades de diamants, nappes blanches immaculées sur chaque table, miroirs immenses sur les murs qui démultipliaient l'espace. Tous les invités auraient une vue parfaite du spectacle. Une vision panoramique de son humiliation. Où sera installé le microphone pour les discours? Demanda Helena d'une voix neutre. Juste ici, au centre exact de la salle, répondit la directrice en désignant une petite estrade. Monsieur Crawford a insisté pour que tout le monde l'entende parfaitement. Il a même demandé qu'on installe des haut-parleurs supplémentaires. Bien sûr, pour que personne ne manque une seule seconde de l'humiliation orchestrée. De retour à l'appartement, Blake l'attendait, nerveux, arpentant le salon avec un papier dans la main qu'il cacha précipitamment en la voyant entrer. « Ah, Helena » dit-il en dissimulant rapidement le document. « Où étais-tu ?»« Au restaurant, pour vérifier que tout soit en ordre. »« Et qu'en as-tu pensé ?»« Impressionnant. 45 000 $ pour une seule soirée. » Sérieusement, Blake, tu ne trouves pas que c'est excessif? On a d'autres projets, d'autres priorités, non? Ne t'inquiète pas pour ça, répliqua-t-il avec désinvolture. L'argent est là, disponible. L'important, c'est de faire bonne impression sur les invités. Ou sur la maîtresse. Cette nuit-là, Vivienne Crawford arriva, complètement surexcitée, les yeux brillants d'anticipation. Blake, mon fils, es-tu prêt? As-tu répété ton discours? Bien sûr, maman. Tout sera absolument parfait. Ne t'inquiète de rien. Elle lui tapota affectueusement l'épaule avec une complicité dérangeante. Ton discours sera un triomphe. Tout le monde verra que tu as pris la bonne décision.
La seule décision raisonnable. La bonne décision. Elena les observait depuis la cuisine, sentant la rage bouillonner en elle comme une marmite sous pression. « Maman, et si elle fait une scène ?» demanda Blake avec une pointe d'anxiété. « Elle n'en fera pas », répondit Vivienne avec une confiance absolue. « Avec autant de monde, elle se contiendra. C'est une femme éduquée, bien élevée. Ils régleront les choses à la maison, en privé. » Et Hutchin, il est prêt? Oui, les papiers sont finalisés, signés par lui. Elle n'aura qu'à apposer sa signature. Après ton discours, elle n'aura aucun autre choix que de s'exécuter. Elena se retira discrètement dans la chambre et sortit ses propres documents du tiroir. Elle avait tout préparé méticuleusement. Elle rangea tous les documents dans un petit dossier élégant, le papier certifiant que l'appartement était le sien depuis avant le mariage, les documents d'héritage officiels, et le relevé de son nouveau compte bancaire personnel. Demain, ces documents allaient tout changer, renverser complètement le cours des événements. Plus tard dans la nuit, lorsque Vivienne fut enfin partie, Blake s'enferma dans son bureau. Elena l'entendit répéter son discours, murmurant les mots pour lui-même avec application. Elle s'approcha silencieusement de la porte et écouta intensément, le cœur battant. « Chers amis, aujourd'hui est un jour extraordinaire et particulier. Il y a 25 ans, j'ai pris une décision qui semblait juste à l'époque. Mais la vie avance, évolue, les gens changent, et parfois il faut avoir le courage d'admettre ses erreurs. Ses erreurs. 25 années de mariage étaient donc son erreur, sa faute. Je remercie Elena pour ces années passées ensemble, mais l'honnêteté exige que je dise la vérité, toute la vérité. Nous sommes des personnes différentes, avec des valeurs différentes, avec des plans d'avenir qui divergent complètement. Et j'ai pris une décision définitive. Le reste était étouffé, mais le sens était cristallin, brutal. Elena retourna dans la chambre, le cœur lourd. Elle n'avait aucune envie de dormir. Le matin suivant, Blake se réveilla d'excellente humeur, presque euphorique. « Elena » dit-il en ajustant le nœud de sa cravate devant le miroir de l'entrée. « Aujourd'hui est un grand jour, un jour capital. Oui, notre anniversaire de mariage. » « Pas seulement ça » répondit-il avec un sourire étrange, presque énigmatique. « Demain, ta vie va changer du tout au tout. Et la mienne aussi. » « Complètement ? Tu verras bien. Tu vas être surprise, très surprise. »« Surprise ? Blake, puis-je te poser une question, une vraie question ? » ?»« Bien sûr. »« Qu'est-ce que c'est ? M'as-tu vraiment aimé un jour ? » ?»« Véritablement, sincèrement ? » Il se figea, cravate à la main, évitant son regard. Quelle question bizarre à poser un jour aussi important. Pourquoi demandes-tu ça maintenant ? Simple curiosité. Bien sûr que je t'ai aimé, répondit-il sans la regarder dans les yeux. Et je t'aime encore, à ma façon. À sa façon. Comme on aime un vieux meuble qui a fait son temps, qui a servi son but. Je comprends, dit Elena doucement, avec une tristesse infinie. Tout au long de la journée, Blake fut frénétique, appelant le restaurant sans arrêt, vérifiant compulsivement la liste des invités, donnant des ordres dans tous les sens. En soirée, il était visiblement anxieux, tendu comme un arc. « Es-tu prête, Elena ?» Elle se tenait devant le miroir dans une nouvelle robe élégante bleu marine, achetée spécialement pour ce jour. « Prête. Alors allons-y. Il est temps que la vérité soit révélée au grand jour. » La vérité. Elena saisit son sac où reposaient précieusement les documents. Oui, il était grand temps que tout le monde connaisse enfin la vérité. Ils ne parlèrent pas durant le trajet. Blake était nerveux, tambourinant ses doigts sur le volant avec impatience. Elena regardait les lumières de la ville défiler par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Il y a 25 ans, ils avaient également roulé en silence vers le palais de justice pour se marier. Mais ce silence-là était celui de l'excitation amoureuse, du bonheur anticipé. Aujourd'hui, c'était le silence avant une bataille, avant la guerre. « Elena » dit Blake lorsqu'ils arrivèrent devant l'hôtel, garant la voiture. « Quoi qu'il arrive ce soir, quoi que je dise, je veux que tu saches que je te souhaite sincèrement le meilleur. » « Le meilleur ? Quelle cruelle moquerie, quel cynisme révoltant. »« Merci, Blake, répondit-elle avec un sourire serein,
presque paisible. Et moi, je te souhaite de recevoir exactement ce que tu mérites. Ni plus, ni moins. La salle de bal du Watergate Hotel resplendissait de mille feux, comme un décor de conte de fées pervertis. Son invité était assis à des tables rondes décorées de roses blanches et de bougies dorées qui projetaient des ombres dansantes. À la table principale trônaient les hôtes. Elena souriait, acceptait les congratulations avec grâce, mais intérieurement, elle était tendue comme une corde de violon. Le coup pouvait venir à tout moment. « Elena, tu es absolument magnifique ce soir », dit Marina, une collègue de travail. 25 années ensemble. C'est tellement romantique, tellement rare de nos jours. Oui, répondit Elena en balayant la salle du regard. Très inattendu. Tout est très inattendu ce soir. Dans un coin de la salle se tenait Scarlett, la maîtresse de Blake. Elle avait été présentée comme sa nouvelle assistante marketing. Jeune, jolie, dans une robe très coûteuse qui laissait peu de place à l'imagination. Elle bavardait tranquillement avec quelques collègues comme si de rien n'était, jouant parfaitement son rôle. Blake Crawford, toutes mes félicitations pour votre anniversaire, dit Monsieur Michael Richardson, le PDG de l'entreprise de Blake, en lui serrant chaleureusement la main. On voit rarement des couples aussi solides de nos jours. C'est inspirant. Merci, Monsieur Richardson, répondit Blake en lui serrant la main avec une fermeté calculée. Aujourd'hui est effectivement un jour très spécial. J'ai même préparé un discours particulièrement important. Un discours. La gorge d'Elena se serra. Vivienne Crawford allait de table en table, récoltant les compliments pour son fils merveilleux et l'épouse idéale qu'il avait. Ses yeux brillaient de satisfaction anticipée. Elle savait exactement ce qui allait se produire. À une petite table au fond de la salle, un homme d'une cinquantaine d'années en costume sombre observait la scène avec gravité. Elena ne le connaissait pas personnellement, mais elle reconnut son visage d'après les photos. Maître Hutchin, l'avocat. Il était là, prêt à intervenir si une signature immédiate était nécessaire. Chers invités, résonna la voix du maître de cérémonie dans le microphone, coupant à travers les conversations. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Blake aimerait prononcer quelques mots en l'honneur de son épouse. Un silence tomba sur l'assemblée, lourde expectative. Tout le monde se tourna vers la table principale. Blake se leva lentement, prit le microphone, et afficha un large sourire confiant. Mes amis, merci infiniment d'être présents en ce jour si important pour moi. 25 ans, ce n'est pas rien du tout. C'est un quart de siècle aux côtés d'une seule et même personne. Les invités hochèrent la tête en signe d'approbation, levant leur coupe. J'ai beaucoup réfléchi à notre vie commune, continua Blake, sa voix devenant plus ferme. À ce qui nous unissait, à ce qui nous rendait heureux, et à ce qui ne nous rendait pas tellement heureux, finalement. Elena se tendit. Ça commence, pensa-t-elle, le cœur battant. Et j'ai réalisé quelque chose de très important, de capital. Les gens changent, évoluent. Ce qui semble juste quand on est jeune peut finalement se révéler être une erreur avec le temps, une erreur de jugement. La salle devint plus silencieuse encore. Les gens échangeaient des regards confus, mal à l'aise. Il y a 25 ans, j'ai choisi la femme qui serait ma compagne de vie, guidée par des émotions juvéniles, par l'impulsivité de la jeunesse. Mais la vie m'a appris à voir les choses plus clairement, avec plus de lucidité. Blake, murmura Elena. De quoi parles-tu? De la vérité, ma chère. Il est temps d'arrêter de nous mentir à nous-mêmes, d'arrêter cette comédie. Il se tourna vers les invités, sa voix devenant plus dure, plus tranchante. Chers amis, je veux être absolument honnête avec vous et avec moi-même. Pendant 25 longues années, j'ai enduré une vie avec une femme qui n'est tout simplement pas faite pour moi. Une femme terne, ennuyeuse, sans éclat, qui ne sait pas être la partenaire d'un homme qui réussit, d'un homme ambitieux. La salle explosa en murmures choqués, scandalisés. Blake, es-tu devenu fou? Cria quelqu'un depuis le fond. Au contraire, répondit-il calmement, presque froidement. Je pense enfin clairement, lucidement. Elena doit comprendre cette réalité. Notre mariage est terminé, fini. Je demande le divorce officiellement. La salle était sidérée, pétrifiée.
Certains portèrent leurs mains à leur bouche. D'autres retenaient leur respiration. Sa mère, Vivienne, souriait triomphalement, savourant chaque instant. De plus, continua Blake, se sentant enhardi par son propre discours, je veux une division équitable, juste des actifs. Elena doit quitter l'appartement. Il est temps pour moi d'avoir une nouvelle vie, de nouvelles relations enrichissantes. Il regarda de manière appuyée vers Scarlett, la blonde qui se tenait au fond, dissimulant à peine un sourire victorieux, triomphant. « Est-ce une blague ?» demanda une femme, complètement abasourdie. « Es-tu dans ton bon sens, Blake ?» exigea de savoir son patron d'une voix tonnante. « Plus que jamais, » répondit-il froidement, avec une arrogance stupéfiante. « J'ai le droit d'être heureux, et je vais exercer ce droit pleinement. Elena recevra ce que la loi lui accorde, et nous nous séparerons dans de bons termes. » « Et cette jeune fille est ta nouvelle conquête ?» hurla une des amies d'Elena, pointant un doigt accusateur vers Scarlett. « Scarlett est une femme merveilleuse, compréhensive. Elle comprend ce dont j'ai besoin, » dit Blake ouvertement, sans la moindre honte. Contrairement à certaines autres personnes. C'en était trop. Elena se leva lentement, majestueusement, et prit délicatement le microphone des mains de son mari stupéfait. « Merci, Blake, » dit-elle d'une voix douce, presque suave. « Très honnête de ta part. Vraiment. » La salle retint son souffle collectivement. Tout le monde s'attendait à des larmes, à du drame, à la voir s'effondrer ou fuir en courant. « Tu sais, chers amis, » continua Elena calmement, Blake a raison sur une chose. Assez de mensonges. Et moi aussi, je veux dire toute la vérité. Blake fronça les sourcils, déstabilisé. Ce n'était pas dans son scénario prévu. La vérité, c'est que je suis au courant de toute cette mascarade depuis 3 semaines exactement. Je savais tout pour Scarlett, pour l'avocat Hutchin qui est justement assis là-bas dans le coin, et pour vos plans visant à me faire renoncer à mes droits sur l'appartement. Maître Hutchin devint pâle comme un linge et tenta de s'éclipser discrètement, mais des invités furieux lui bloquèrent immédiatement le passage. « Elena, de quoi parles-tu exactement ?» tenta d'interrompre Blake, paniquant. « Que ton plan magnifiquement orchestré vient de s'effondrer, mon chéri. Tu vois, dit-elle en sortant calmement son dossier de son sac, tu as fait une toute petite erreur de calcul. Notre appartement n'est pas du tout un bien commun. C'était un cadeau de mes parents exclusivement en mon nom, avant notre mariage. J'ai le document officiel de l'avocat immobilier qui le prouve. » Blake recula d'un pas, comme frappé physiquement. « C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. » « Et ce n'est pas tout, loin de là, » continua Elena avec un sourire énigmatique. « Il y a 3 semaines, j'ai reçu un héritage de ma tante Joséphine en Allemagne. Un appartement à Munich, un autre appartement de luxe à Miami Beach, et plus d'1 million de dollars en liquide. Le tout évalué à plus de 3 millions de dollars. Le silence dans la salle était désormais absolu, presque palpable. « Alors, Blake, de quelle division de biens parles-tu exactement ? Tu obtiendras la moitié du chalet et la moitié de ta voiture. Tout le reste m'appartient légalement. » Scarlett, contre le mur, devint blanche comme un cadavre. « Et maintenant, la partie vraiment amusante, » dit Elena avec un sourire radieux. « Savez-vous combien votre homme si prospère a dépensé pour cette petite mise en scène visant à humilier publiquement sa femme ? 45 000 $ de nos économies communes. » Les invités commencèrent à murmurer avec indignation, le bruit s'amplifiant. « Mais je ne suis pas rancunière, pas du tout, » continua Elena d'une voix sereine. « Blake, tu es libre. Prends ta merveilleuse femme, comme tu l'as appelée, et vivez où vous voulez. Juste pas dans mon appartement. Jamais. » « Attends, » balbutia Blake, la voix tremblante. « On peut discuter de tout ça calmement, rationnellement. Il n'y a absolument rien à discuter. Je dépose une demande de divorce dès demain matin. Hutchin peut partir maintenant. Je n'ai plus besoin de ses services douteux. » Elle se tourna ensuite vers les invités médusés. « Chers amis, je m'excuse sincèrement de gâcher votre soirée. Mais parfois, la vérité est infiniment plus importante que les apparences trompeuses. Merci d'être venus. Maintenant, vous savez tous qui est qui vraiment. » Elena déposa le microphone sur la table avec délicatesse et marcha vers la sortie, la tête haute, digne.
Derrière elle, un véritable scandale éclata comme une bombe. « Blake, tu es un salaud complet et absolu », hurla une femme. « Comment as-tu pu faire ça à ta femme ? 25 ans et tu fais ça. » Scarlett tenta de partir discrètement, mais un groupe furieux d'invités lui bloqua le chemin, l'encerclant. « Et toi, briseuse de ménage ? Tu pensais vraiment que voler le mari d'une autre serait aussi facile ? Tu n'as donc aucune dignité, aucune honte ? » Vivienne Crawford allait de table en table, tentant désespérément de s'expliquer, mais personne ne voulait l'écouter, tous lui tournant le dos avec mépris. Pendant ce temps, Helena sortit du restaurant et respira profondément l'air frais de la nuit. Liberté. Le mot résonnait dans son esprit comme une cloche de cathédrale. Elle fit une pause près de la porte et jeta un dernier regard en arrière, vers le chaos à l'intérieur. À travers les grandes baies vitrées, elle pouvait voir le château de cartes que Blake avait méticuleusement construit pendant des mois s'effondrer spectaculairement. Il était au milieu de la salle de bal, pâle, confus, perdu, comme un acteur qui aurait complètement oublié son texte. Le microphone gisait au sol, des invités hurlaient tout autour de lui dans une cacophonie assourdissante. Monsieur Michael Richardson, le PDG, s'approcha de lui avec une expression de profond dégoût. « Blake Crawford, je suis profondément déçu et scandalisé par vous après ce spectacle pitoyable. Je pense sérieusement que nous allons devoir reconsidérer votre position dans l'entreprise. Immédiatement. » « Mais monsieur Richardson, vous ne comprenez pas, bégaya Blake désespérément. Ce n'est pas ce que ça semble être. Helena a tout déformé, tout manipulé. » « Manipulé ?» intervint Marina, une des collègues d'Helena, avec indignation. « Nous avons tous entendu ce que tu as dit de tes propres lèvres. 25 ans à endurer une femme terne. Tu n'as pas honte de toi ? » Dans un autre coin, une scène différente se déroulait, tout aussi explosive. Scarlett, réalisant finalement que son rêve de vivre dans un appartement de luxe était anéanti, se fraya un chemin à travers les invités furieux. « Blake !» Elle agrippa la manche de son costume avec désespoir. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'avais promis un appartement luxueux. Où est l'argent que tu me devais pour notre nouvelle vie ensemble ? » « Chut !» siffla Blake nerveusement, regardant autour de lui avec panique. « Pas ici, pas maintenant. »« Pourquoi pas ici ?» hurla Scarlett, devenant complètement hystérique. « J'attends depuis 3 mois interminables. Tu m'avais dit qu'on vivrait comme des rois après le divorce, et maintenant quoi ? » « Quoi ?» Les invités se tournèrent, intrigués, fascinés par le spectacle, certains sortant déjà leur téléphone pour filmer. « Arrête immédiatement !» supplia Blake, la voix brisée. « On en parlera plus tard, calmement. » Mais Scarlett laissa échapper un rire amer, presque hystérique, complètement hors de contrôle. « Parler de quoi ? Tu n'as ni appartement ni argent. Tu m'as manipulé, trompé. » Elle se tourna dramatiquement vers les invités médusés. « Vous voulez connaître la vérité complète ? Cet homme soi-disant prospère m'a fait des promesses pendant 3 mois entiers. Il m'a acheté des bijoux avec l'argent de sa femme. Il m'a promis un immense appartement au centre-ville. »« Scarlett, tais-toi » hurla Blake avec désespoir, mais c'était trop tard, beaucoup trop tard. « Et il a aussi contracté des prêts en utilisant leurs biens communs comme garantie, cracha-t-elle, emporté par la rage. Il pensait que sa femme ne découvrirait jamais rien. Il a pris $20 000 à la Chase Bank et 15 000 supplémentaires à Wells Fargo. Il a tout dépensé pour moi, pour nous. » La salle retint son souffle collectivement. Même Helena n'avait pas été au courant de ces prêts supplémentaires. Vivienne Crawford, qui avait tenté de rester discrète, se précipita vers lui, le visage déformé par la colère et l'incompréhension. « Blake ! Mon fils, qu'est-ce que cette femme raconte ? Quel prêt ? Quel héritage d'Helena ? Tu ne m'as jamais parlé de ça. »« Maman, ce n'est vraiment pas le moment, » marmonna Blake, complètement dépassé. « Pas le moment ? J'ai hypothéqué mon manoir, ma maison, pour te donner de l'argent pour l'avocat. Et maintenant quoi ? Comment vais-je rembourser tout ça ? Un autre coup dur. Même sa propre mère était maintenant endettée à cause de ses manigances, de son plan raté. « Attendez, attendez un instant » intervint un des invités, essayant de démêler la situation.
Si j'ai bien compris, vous étiez 3, non, 4 à comploter pour tromper Helena? Non, 3, cracha Scarlett avec venin. 4. L'avocat Hutchin aussi. Il devait la faire signer une renonciation à l'appartement en la manipulant psychologiquement. Tous les regards se tournèrent vers le coin où Hutchin s'était assis, mais sa chaise était vide, abandonnée. L'avocat avait déjà fui comme un rat, disparu dans la nature. Serpent, hurla Vivienne Crawford, se retournant vers Scarlett avec fureur. Tout ça, c'est entièrement ta faute. Tu as rendu mon fils complètement fou avec tes manipulations. Ma faute, riposta Scarlett avec indignation. C'était ton fils qui me draguait, qui me poursuivait. Il me disait que sa femme était une imbécile, qu'il pourrait facilement la manipuler, la contrôler. Des hommes les séparèrent juste avant qu'une bagarre physique n'éclate. Quelle honte absolue, dit une femme d'une voix forte et claire. Monsieur Richardson, Helena ne travaille-t-elle pas pour vous? Oui, et elle est la meilleure directrice financière que j'ai eue en 15 années d'activité, répondit le PDG avec fermeté. Après ce cirque pathétique, la seule chose que je vais faire, c'est augmenter son salaire substantiellement. Et ce type, il regarda Blake avec un mépris profond, devrait chercher un autre emploi dès demain. Avec cette réputation, il n'ira pas bien loin dans cette ville. Blake allait frénétiquement de sa mère à sa maîtresse, puis vers les invités indignés, tentant désespérément de réparer quelque chose, n'importe quoi. Les gens, vous ne comprenez pas la situation, hurla-t-il. J'ai le droit d'être heureux aussi. 25 ans, c'est beaucoup trop long. Une femme âgée s'approcha de lui, tante Clarisse, la tante d'Helena. Et as-tu pensé une seule seconde à comment elle se sentait, vivant 25 longues années avec un égoïste narcissique comme toi? Tante Clarisse a absolument raison, soutinrent d'autres membres de la famille d'Helena. Quelle disgrâce monumentale! Les gens comme toi ne méritent pas d'appartenir à notre famille. Dieu merci, Helena a découvert la vérité à temps, ajouta son cousin Dwayne avec véhémence. Sinon, tu aurais continué à la tromper toute sa vie durant. Et si on téléchargeait tout ça sur les réseaux sociaux, proposa un des jeunes invités, brandissant son smartphone. Qu'on fasse savoir à tout le monde qui est vraiment ce Blake Crawford. Oui, approuvèrent d'autres avec enthousiasme. On doit lancer le hashtag Dies traître des noces d'arge. Non, attendez, je vous en supplie, implora Blake pathétiquement. Ne faites pas ça. C'est ma vie privée, mon intimité. Privée, éclata de rire Scarlett amèrement. Tu as humilié publiquement ta femme devant 100 personnes, et maintenant tu te soucies de ta vie privée? L'hypocrisie a son paroxysme. Lentement mais sûrement, les invités commencèrent à quitter les lieux. D'abord la famille d'Helena, puis ses collègues de travail, et finalement leur connaissance commune. En partant, chacun donnait son opinion sans retenue. Blake Crawford, dit un collègue en sortant. Après ce soir, ne dis surtout pas que tu me connais. Quelle honte pour toute la famille, marmonna une voisine. Et maintenant, comment va-t-il affronter les gens dans le quartier? Tu es une ordure sans nom, dit brutalement un des hommes en passant devant lui. Tu as exposé ta femme comme une vulgaire blague devant tout le monde. Une demi-heure plus tard, seuls les protagonistes du drame restaient dans l'immense salle de bal maintenant silencieuse. Blake, Vivienne, Scarlett, et quelques serveurs qui observaient la scène avec curiosité, témoins involontaires de l'effondrement. Maintenant quoi? Demanda Scarlett en arrangeant nerveusement ses cheveux décoiffés. As-tu ne serait-ce qu'1 dollar à ton nom, Blake? D'où viendrait-il? Se plaignit-il amèrement. J'ai tout dépensé pour cette fête ridicule, pour tes cadeaux extravagants, et pour les prêts qui m'étranglent maintenant. Qui va les rembourser, ces prêts? Je ne sais pas. Peut-être que je vais devoir vendre la voiture. La voiture? Scarlett laissa échapper un rire amer, presque hystérique. Tu es complètement fou? Ça ne couvrira même pas la moitié de la dette. Et moi dans tout ça? Qu'est-ce que je deviens? J'ai quitté mon ex pour toi. J'ai tout sacrifié. Je ne sais pas, répéta Blake comme un disque rayé. Je ne sais absolument pas quoi faire maintenant. Vivienne Crawford était assise, le visage entre ses mains tremblantes, complètement effondrée. Et qu'est-ce que je vais dire à Hutchin? Il facture chaque consultation,
chaque minute passée sur ce dossier. Et j'ai même mis ma maison en garantie pour financer tout ça. Ma maison. Maman, dit Blake en s'approchant d'elle avec hésitation. On trouvera une solution, d'une manière ou d'une autre. Une solution? Elle leva son visage ravagé par les larmes, ses yeux rouges et gonflés. J'ai 70 ans passés. Je vais me retrouver sans domicile à cause de ta stupidité monumentale, de ton égoïsme aveugle. Alors Scarlett se leva brusquement, ajusta son sac à main de luxe avec dignité, et déclara d'une voix froide, « Tu sais quoi? Je m'en vais. Vous êtes tous les deux complètement inutiles, pathétiques. Blake, ne m'appelle plus jamais. Plus jamais. Et l'argent que tu me dois pour les 3 derniers mois? Oublie-le complètement. Considère ça comme un paiement pour cette leçon de vie précieuse que tu viens de recevoir. » Elle marqua une pause théâtrale à la porte et se retourna une dernière fois. « Ta femme est une sacrée battante, une vraie guerrière. C'est vraiment dommage que je découvre la vraie Elena seulement aujourd'hui. Ce sont des femmes comme elle qui méritent tout le respect. Pas des losers comme vous. » Elle partit, le claquement sec de ses talons aiguilles résonnant lugubrement dans le silence oppressant. Blake et sa mère restèrent seuls dans l'immense salle de bal, au milieu des assiettes à moitié mangées et des verres renversés qui créaient un tableau désolant de leur échec. « Blake, » dit Vivienne d'une voix brisée, presque suppliante. « Et si ce n'était pas trop tard? Et si on allait voir Elena immédiatement pour lui demander pardon, pour implorer sa clémence? » Blake secoua lentement la tête, résigné. « Il est trop tard, maman. Beaucoup trop tard. Tu as vu son visage, son regard. Elle ne nous pardonnera jamais. Jamais. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment va-t-on survivre? Je ne sais pas, répéta-t-il pour la 3e fois, son mantra de défaite. Je te jure que je ne sais absolument pas. Pendant ce temps, Elena était confortablement installée dans un taxi qui la ramenait vers son appartement, regardant défiler les lumières scintillantes de la ville comme des étoiles terrestres. Dans son sac précieux reposaient les titres de 3 propriétés et un relevé bancaire affichant plus d'1 million de dollars. Sa nouvelle vie, sa vraie vie. Le chauffeur, un homme âgé au visage marqué par l'expérience, la regardait dans le rétroviseur avec bienveillance. « Belle nuit, n'est-ce pas, madame? » « Oui, » répondit Elena avec un sourire authentique, le premier depuis des semaines. « Très belle. On pourrait même dire qu'elle a complètement changé ma vie. C'est merveilleux. Certains jours changent vraiment tout, bouleversent notre destinée. » « C'est exactement ça, » répliqua-elle doucement. « Tout a changé ce soir. Absolument tout. » Et effectivement, sa vie avait changé pour toujours, de manière irréversible. 3 mois s'écoulèrent rapidement. Elena se trouvait maintenant au tribunal, observant la vie de l'homme avec qui elle avait été mariée pendant 25 longues années s'effondrer pièce par pièce comme un château de sable. Blake paraissait avoir vieilli de 10 ans. Cheveux grisonnants, visage creusé par l'inquiétude, un costume bon marché remplaçant ses tenues de luxe habituelles. La juge, une femme âgée aux lunettes sévères, examina les documents avec une attention minutieuse. « Très bien, » dit-elle finalement d'une voix autoritaire. Le tribunal décide ce qui suit avec force exécutoire. L'appartement situé sur M Street à Georgetown est la propriété prématrimoniale exclusive et séparée de Madame Elena Morgan et n'est absolument pas sujet à division. Blake pâlit dangereusement. Son avocat, n'étant plus Hitchin mais un jeune défenseur public sous-payé, haussa simplement les épaules avec impuissance, dépassé. Le chalet est considéré comme propriété matrimoniale et sera divisé en parts égales. Il en va de même pour la Lexus ES3 Sense. Votre honneur, l'avocat de Blake se leva maladroitement. Mon client utilisait ce véhicule exclusivement pour son travail professionnel. Refusé, répondit la juge sèchement, sans lever les yeux. Le véhicule a été acheté avec des fonds matrimoniaux communs. Point final. Elena ne dit rien, gardant un silence digne. Son amie et avocate, Jasmine, souriait discrètement, savourant la victoire. Tout se déroulait exactement selon le plan établi. De plus, continua la juge impitoyablement, il a été prouvé que M. Blake Crawford a dissimulé des dettes significatives à son épouse. Un prêt de $20 000 à la Chase Bank, un prêt de $15 000 à Wells Fargo,
et un prêt rapide de $8 000. La dette totale s'élève à $43 000. Mais ce sont ses dettes personnelles à lui, protesta le jeune avocat désespérément. Selon l'article 39 du Code familial, répondit la juge calmement, méthodiquement, les dettes contractées pendant le mariage sont la responsabilité conjointe des deux parties. Cependant, puisque l'argent n'a pas été utilisé pour le bien-être familial mais pour les affaires personnelles et les plaisirs du demandeur, il en sera seul et uniquement responsable du remboursement intégral. Blake devint encore plus pâle, si c'était possible. $43 000 de dette. Tout lui incombait désormais. Ce tribunal décide solennellement de dissoudre le mariage entre Blake Crawford et Helena Morgan, conclut la juge. La défenderesse conserve l'appartement et tous les comptes bancaires à son nom. Le demandeur conserve la moitié de la valeur du chalet et la moitié de la valeur de la voiture. Aucune pension alimentaire n'est attribuée puisqu'il n'y a pas d'enfants mineurs impliqués. Le coup de marteau marqua définitivement la fin d'un mariage de 25 années. En quittant le palais de justice, Helena ressentit une paix étrange, profonde, comme si un poids immense avait finalement été soulevé de ses épaules lasses. « Helena !» cria Blake derrière elle. « Attends, s'il te plaît. » Elle se retourna lentement. Son ex-mari se tenait sur les marches, serrant nerveusement un dossier de documents contre sa poitrine. « Que as-tu à me dire, Blake ? » « Pardonne-moi, dit-il d'une voix basse, presque inaudible. J'ai été un imbécile égoïste et aveugle. Tu ne méritais absolument pas ce que je t'ai fait subir. » Helena le regarda attentivement, scrutant son visage. Était-ce un remords sincère, authentique, ou tentait-il simplement de la manipuler une dernière fois pour qu'elle se sente coupable ? « Blake, dit-elle calmement, posément, je ne garde aucune rancune envers toi. Nous sommes simplement deux personnes très différentes, incompatibles. Tu voulais une vie facile aux dépens des autres. Moi, j'ai appris à me battre pour ce qui m'appartient légitimement. Pourrait-on se voir parfois, rester amis peut-être ? Non, répondit Helena doucement mais avec une fermeté absolue. Je suis désolé, mais non. C'est mieux si nous prenons chacun notre propre chemin, séparément. Elle se retourna et marcha vers sa voiture, une nouvelle Audi élégante qu'elle avait achetée avec une partie de l'héritage allemand. La vie continuait, inexorablement, et chacun obtenait exactement ce qu'il méritait. Un mois après le divorce finalisé, Blake perdit définitivement son emploi. La vidéo de la fête d'anniversaire était devenue virale sur tous les réseaux sociaux, et le PDG de son entreprise ne voulait plus être associé à ce scandale retentissant. Blake Crawford, lui dit son patron ce dernier jour fatidique, « Je ne peux absolument pas avoir quelqu'un dans mon équipe qui a créé un tel spectacle public. C'est une question d'image, de réputation. Mais je suis un excellent professionnel, compétent, plaida-t-il désespérément. Peut-être, concéda le patron, mais ta réputation est dans le caniveau. Je suis sincèrement désolé. Trouver un nouvel emploi s'avéra extrêmement difficile, presque impossible. Tout le monde le reconnaissait immédiatement. La vidéo avait même généré le hashtag viral Dies traître des noces d'arge qui comptait des millions de vues. Personne ne voulait embaucher un homme avec une telle notoriété négative. Il finit par travailler comme chauffeur de taxi avec sa vieille Toyota Camry, qu'il avait dû racheter à Helena pour la moitié de sa valeur estimée, soit $15 000. Il vivait désormais avec sa mère dans son petit appartement d'une chambre à coucher dans la périphérie éloignée de la ville. Vivienne avait été contrainte de vendre son magnifique manoir du centre-ville pour rembourser les dettes accumulées et acheter quelque chose de plus petit, de moins cher, de plus modeste. Blake, lui disait-elle certains soirs en regardant les murs fissurés avec tristesse, tu ne regrettes pas de ne pas m'avoir écouté ? De ne jamais t'être impliqué avec cette Scarlett ? C'est trop tard maintenant, maman, répondait invariablement Blake en comptant péniblement les maigres gains de sa journée. Beaucoup trop tard pour les regrets inutiles. Et Scarlett ? Elle s'en sortait merveilleusement bien, comme toujours. 2 mois seulement après le scandale retentissant, elle avait épousé un entrepreneur de 50 ans propriétaire d'une chaîne florissante de restaurants haut de gamme. Il était fortuné, quoique pas particulièrement brillant intellectuellement. Il avait cru toute son histoire inventée sur une relation toxique avec un homme marié, un homme qu'il avait manipulé. La photo de mariage que Scarlett avait téléchargée triomphalement sur les réseaux sociaux montrait des bouquets luxueux et des bijoux en or massif.
La légende disait simplement, enfin trouver le véritable amour. #heureuse #nouvelle vie. Blake vit ses photos défiler sur son téléphone et laissa échapper un sourire amer, désabusé. Scarlett avait obtenu exactement ce qu'elle désirait depuis le début, un mari avec de l'argent, beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas lui. Ce ne serait jamais lui. Elena, quant à elle, vivait une vie complètement différente, radicalement transformée. Elle avait déménagé dans l'appartement d'investissement de sa tante Joséphine à Miami Beach. C'était un espace spacieux, lumineux, baigné de soleil, avec une vue imprenable sur l'océan turquoise, un véritable paradis au milieu du chaos urbain. Elle ne voulait plus être comptable, directrice financière. Avec l'argent hérité, elle avait ouvert une petite maison d'édition spécialisée dans les traductions de littérature européenne classique et contemporaine. C'était son rêve de toujours, celui qu'elle avait abandonné pour soutenir la carrière de Blake. Elena Morgan, avait dit Monsieur Richardson lorsqu'elle avait présenté sa démission. Nous ne voulons vraiment pas vous perdre. Êtes-vous absolument certaine de ne pas reconsidérer? Merci infiniment, avait-elle répondu avec un sourire radieux. Mais j'ai trouvé ce qui me passionne vraiment, profondément. Je vais me consacrer entièrement au livre, à la littérature. Eh bien, je vous souhaite tout le succès possible. Et vous savez quoi? Après tout ce qui s'est passé avec votre ex-mari pathétique, beaucoup de nos employées féminines vous admirent énormément. Une femme doit savoir se défendre, protéger ses intérêts. Un soir paisible, son amie Jasmine vint lui rendre visite dans son nouvel appartement ensoleillé. Tu as l'air tellement sereine, épanouie, observa-t-elle en regardant le salon confortable et élégamment décoré. Te sens-tu vengée maintenant? Tu sais, répondit Elena pensivement, je ne ressens aucune vengeance, aucun désir de revanche. Je ressens plutôt un immense soulagement, une libération. Ce n'était pas de la vengeance. J'ai simplement défendu mes droits légitimes, ma dignité. La vérité finit toujours par triompher, même si cela prend parfois du temps. Elles burent du thé ensemble sur le balcon spacieux, contemplant les lumières scintillantes de Miami qui s'illuminaient progressivement dans le crépuscule. Regrettes-tu ces 25 années perdues? Demanda Jasmine avec douceur. Non, absolument pas, dit Elena en secouant fermement la tête. Ces 25 années m'ont enseigné quelque chose d'inestimable, d'irremplaçable. Ne compter que sur moi-même, et valoriser l'honnêteté, l'intégrité au-dessus de tout le reste. Sa maison d'édition employait maintenant 5 personnes, de jeunes traducteurs talentueux et passionnés. Ils publiaient de magnifiques livres en édition limitée pour ceux qui apprécient la grande littérature. Elena, dit un jour Anna, son éditrice principale, votre histoire est vraiment extraordinaire. Ma mère m'a dit qu'elle était présente à cet anniversaire mémorable. Elle travaille avec votre ancien patron. Elle dit qu'il existe peu de femmes comme vous dans ce monde. Je ne me considère pas comme une femme particulièrement forte, répondit Elena humblement. J'ai simplement décidé de ne plus jamais être une victime, de reprendre le contrôle de ma vie. 1 an plus tard exactement, elle reçut une lettre inattendue de Blake. Elena, je ne sais pas si tu liras ceci jusqu'au bout. Je veux simplement te dire que je comprends maintenant, que je réalise enfin. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans la vie. Je t'ai perdu parce que j'étais stupide, cupide, aveuglé par l'égoïsme. Je ne demande pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite absolument pas. Je veux juste que tu saches que tu mérites tout le meilleur que ce monde peut t'offrir. Sois heureuse, profondément heureuse. Blake. Elena lut la lettre calmement, puis la rangea dans un tiroir de son bureau. Pas de colère, pas de tristesse, juste un souvenir paisible d'une vie antérieure, révolue. Ce soir-là, elle sortit sur sa terrasse avec une tasse de café fumant. Miami scintillait de 1000 lumières festives, une musique douce flottait dans l'air chaud, et l'atmosphère embaumait les fleurs d'été tropicales. Elle était libre. Financièrement indépendante. Faisant ce qu'elle aimait passionnément. Et pour la première fois depuis de nombreuses, très nombreuses années, elle se sentait véritablement, profondément heureuse. Dans une autre partie lointaine de la ville, Blake conduisait sa vieille Toyota fatiguée, transportant des passagers anonymes, réfléchissant amèrement à comment on peut tout perdre en une seule nuit catastrophique. Oui, la vérité triomphe toujours du mensonge, même si elle prend parfois son temps pour se révéler pleinement.
Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville m'écoutez-vous en ce moment? Retrouvons-nous dans les commentaires pour partager vos impressions. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez me soutenir en envoyant un super bien pour que je puisse continuer à vous apporter des récits comme celui-ci. Merci infiniment pour votre soutien si précieux et chaleureux. J'attends avec impatience vos commentaires sur cette histoire de résilience et de justice. Sur l'écran, vous pouvez découvrir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement d'autres récits fascinants sur ma chaîne qui vous attendent. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec tout mon amour et mon respect les plus sincères.